السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مجددا في هذا التقديم اللي غادي نحاولوا إن شاء الله نتطرقوا فيه la correction de l'exercice des transformations nucléaires qui concerne l'examen national session normale 2018 pour la branche sciences maths A et B. Voilà. Cet exercice des transformations nucléaires, il est composé de deux parties. La première partie concerne une étude de transformation nucléaire et la deuxième partie, elle concerne l'étude d'un mouvement d'une particule alpha chargée dans un champ magnétique uniforme. Voilà, je vais donner tout d'abord l'énoncé de cet exercice. Comme vous voyez, il est composé de il est noté déjà sur 3,25 points sur 20. La physique en général, elle est notée sur 13 points et la chimie sur 7 points. On commence par l'exercice 1 des transformations nucléaires qui est composé de deux parties, comme j'ai déjà dit. La première partie, c'est l'étude de radioactivité alpha du radium. Et la deuxième partie, l'étude d'un mouvement d'une particule alpha, la même particule, mais dans ce cas, dans un champ magnétique uniforme. Voilà. Et je vais commencer par la partie numéro 1. On se propose dans cet exercice d'étudier la radioactivité alpha du radium ainsi que le mouvement d'une particule alpha dans un champ magnétique uniforme. C'est en 1898 que Marie et Pierre Curie annoncèrent la découverte de deux éléments radioactifs, le polonium et le radium. Le radium de symbole Ra de numéro atomique Z c'est 88 et le nombre de masse c'est 226 qui se transforme en radon Rn 222 dans le numéro de masse, le nombre de masse, et 86 pour le numéro atomique Z. Est considéré comme l'un des exemples historiques de la radioactivité alpha. Donc, l'activité d'un échantillon radioactif était alors calculée par rapport au radium considéré comme étalon, c'est-à-dire comme un échantillon. Elle fut exprimée en Curie, c'est parmi les unités de l'activité A, soit en becquerel ou bien en Curie, c'est la même chose, sont les unités d'activité A, pendant des années avant d'utiliser le becquerel comme unité. Alors, le Curie 1CE est l'activité d'un échantillon d'1 gramme de radium 226. La Curie, c'est quoi? Cette unité-là, comme définition, c'est l'activité d'un échantillon d'un seul gramme de radium 226, voilà. C'est-à-dire chaque gramme d'un échantillon de ce radium-là, il contient un Curie pour l'activité. Voilà les données de l'exercice. La masse molaire du radium, c'est 226 grammes par mol. La constante d'Avogadro, toujours égale 6,02 fois 10 puissance 23 mol moins 1. L'énergie de liaison du noyau de radium, EL de radium, c'est 1,7311 fois 10 puissance 3 mégaélectronvolts. L'énergie de liaison du noyau de radon, c'est 1,7074 fois 10 puissance 3 mégaélectronvolts. L'énergie de liaison du noyau de l'hélium, et de l'hélium, c'est 28,4 mégaélectronvolts. Pour la constante radioactive du radium, lambda égale 1,4 fois 10 puissance moins 11 seconde moins 1. Voilà. Comme rappel, lambda égale E'2 sur T1,5. T1,5 en seconde, E'2 sans unité, alors que lambda, c'est en seconde moins 1. Et pour un petit rappel, un an, comme pour faire la conversion en jours, c'est 365,25 jours. Si on veut convertir le temps en secondes, on doit multiplier fois 24 heures, puis fois 3600 secondes. Parce que le seconde, c'est une unité internationale pour le temps. Voilà, la première question. Donnez la définition de l'énergie de liaison d'un noyau. C'est quoi l'énergie de liaison d'un noyau? On a déjà vu ça dans notre cours.
Et on a dit que l'énergie de liaison d'un noyau, c'est l'énergie qu'on doit fournir, c'est-à-dire qu'on doit donner au noyau en état de repos pour séparer ses nucléons, en restant toujours au repos. Donc, on doit donner ou bien on doit fournir une énergie à un noyau quand ce noyau-là se trouve à l'état de repos pour faire la séparation de ses nucléons, c'est-à-dire pour séparer les protons et les protons et les neutrons de ce noyau-là, en restant toujours au repos. Voilà, c'est ça la définition de l'énergie de liaison. 1-2, choisir la proposition juste parmi les propositions suivantes. Le radium et le radon sont deux isotopes. Est-ce que le radium et le radon sont des isotopes? Comme vous voyez là, pour le radium, le numéro atomique c'est 88, alors que le radon c'est 86. Donc, ils ont des numéros atomiques différents. Alors, ce n'est pas des isotopes. Parce que par définition, les isotopes sont des espèces chimiques qui ont même Z, même numéro atomique et A différents. Alors que la proposition A, c'est fausse. Le radium et le radon, ce ne sont pas deux isotopes. Le noyau du radium est constitué de 88 neutrons et de 138 protons. Toujours le radium, il constitue de 88 neutrons, c'est fausse. Il constitue de 88 de protons, c'est pas de neutrons. Ce nombre Z, c'est le nombre de protons. Et ce nombre-là, c'est le nombre de masse A, alors que le nombre de neutrons, c'est 226, c'est A moins Z. Donc la proposition B est fausse. La proposition C, après une durée égale à 3 fois T1,5, toujours T1,5 c'est la demi-vie du radium, elle reste 2,5% des noyaux initiaux. C'est juste, si on doit faire un petit calcul, on trouve que à l'instant T1,5, il reste 50%, alors qu'à l'instant 3 fois T1,5, il reste que 2,5% des noyaux initiaux. Donc la proposition vraie, c'est la proposition C. D. La relation entre la demi-vie et la constante radioactive est T1,5 égale lambda fois L2. C'est fausse. Pourquoi? D'après les unités, T1,5 c'est 1 seconde, L2 100 unités et la constante radioactive c'est 1 seconde moins 1. Alors que les unités ne sont pas homogènes, donc la proposition est fausse. La relation juste c'est que lambda, la constante radioactive égale T1,5, plutôt lambda égale L2 sur T1,5. Lambda égale L2 sur T1,5. L2 100 unités, T1,5 c'est 1 seconde, alors que lambda c'est 1 seconde moins 1. La proposition D est fausse. La question 1.3. Montrez que 1 CE, l'unité de l'activité, égale 3,73 fois 10 puissance 10 becquerel. 1 CE, c'est parmi les unités de l'activité. Donc, on doit montrer que 1 CE égale cette valeur-là, 3,73 fois 10 puissance 10 becquerel. Voilà, on doit faire un calcul. D'après cette relation-là, l'activité égale la constante radioactive fois le nombre de nucléons radioactifs. A égale lambda fois N. Et d'après les relations de la quantité de matière en chimie, on sait que la quantité de matière N, ou bien le nombre de mol N, est égal à la masse sur la masse molaire, la masse de l'échantillon ou bien des particules sur la masse molaire, qui est égal au nombre N, grand N, des particules sur le nombre d'Avogadro Na. Parce que Na c'est 1 mol moins 1, N sans unité, alors que la quantité de matière 1 mol. D'après ces relations-là, quantité de matière, on trouve que le nombre des particules égale la masse fois la constante d'Avogadro, ou bien le nombre d'Avogadro, sur la masse molaire. On doit remplacer N par cette expression-là. On trouve que l'activité est égale lambda fois N. N est égal à la masse fois le nombre d'Avogadro sur la masse molaire. Voilà. Et d'après les données de l'exercice, on sait que 1 CE, un curie correspondant à une masse 1 gramme d'un échantillon, à une masse d'un gramme. Alors que 1 CE, on remplace A par l'activité 1, par l'unité 1 CE, est égal à lambda, c'est constante. C'est 1,4 fois 10 puissance moins 11 d'après les données. La masse qui correspondant à 1 CE, c'est 1 gramme, comme vous voyez là, 1 CE correspondant à une masse d'1 gramme. Alors on remplace M par 1 gramme.
Constante d'Avogadro, bien le nombre d'Avogadro aussi 6,02 fois 10 puissance 23 d'après les données. Et la masse molaire, c'est 226. Une application numérique, on trouve qu'un CE égale, c'est vrai qu'il est égal à 3,73 fois 10 puissance 10 picrel. Voilà, c'est la valeur désirée dans la question 1.3. La question 1.4, qui serait en picrel en juin 2018? Dans ce cas, le temps, c'est juin 2018. L'activité d'un échantillon de masse 1 g de radium, dont l'activité en juin 1898 était de 1 CE. Donc, l'activité de cet échantillon en juin 1898 était de 1 CE et on veut calculer quoi? On veut calculer cette activité-là dans cet échantillon en juin 2018. Voilà, donc on applique ce qu'on appelle la loi de désintégration radioactive, qui est donc on n'a que n égale n0 exponentielle moins lambda t. Et on sait que a égale lambda fois n. On remplace n fois lambda fois n. n0, on doit le remplacer, plutôt on remplace n fois a sur lambda. N c'est a sur lambda. N0 c'est A0 sur lambda, exponentiellement lambda t. On doit simplifier par lambda dans les deux égalités, elle reste A, l'activité A égale A0, exponentiellement lambda t. On peut appliquer cette relation directement, c'est la relation de la loi de désintégration radioactive. Voilà, donc A à l'instant T2 est égal à l'instant T1 fois l'exponentielle moins lambda t fois l'instant T2 moins T1. Cet instant T, c'est quoi? C'est T2 moins T1. Parce que A à l'instant T2, donc l'activité des échantillons qui restent, qui n'est pas désintégrée à l'instant T2, c'est A à l'instant T1 fois exponentielle moins lambda T2 moins T1. Voilà. Et on fait un petit calcul, application numérique. A à l'instant T1, c'est 3,63 fois 10 puissance 3 pg, c'est 1 carré. D'après la question 1.3, on a trouvé c'est 3,63 fois 10 puissance 10, comme vous voyez là, fois exponentielle moins lambda. Lambda c'est 1,4 fois 10 puissance moins 11 d'après les données de l'exercice, fois T2 moins T1, alors que T2 c'est la date 2018, T1 c'est la date 1888, c'est un an, et on doit la convertir en secondes dans le système international. Donc on doit la multiplier fois 3, 605,25, toujours l'année, on doit la multiplier fois 3, 365,25 jours pour la convertir en jours, puis fois 24 heures pour convertir les jours en heures, puis fois 3600 pour convertir les heures en secondes. Par application numérique, on trouve que A à l'instant T2, c'est 3,54 fois 10 puissance 10 picrel. Voilà. La question 1.5. Calculer en mégaélectronvolts l'énergie, la valeur absolue delta E, produite par la désintégration d'un noyau d'uranium. On commence par l'équation de désintégration du radium, d'après les données. Le radium 226 et le numéro atomique Z c'est 88 se désintègre en radon 222 et le numéro atomique Z égale 86 plus une particule d'hélium. C'est la désintégration de type alpha. C'est désintégration de type alpha. Donc, l'énergie produite par cette désintégration du radium, c'est quoi? C'est la valeur absolue delta E. C'est l'énergie de liaison des réactifs moins la somme des énergies de liaison des produits, par définition. Donc, c'est EL de radium, moins EL du radon, moins avec plus, ça donne moins EL l'énergie de liaison d'hélium. Par une application numérique, on trouve que la valeur absolue de delta E, c'est 4,7 mégaélectronvolts. Et voilà la partie qui concerne
les transformations nucléaires. Maintenant, on doit passer à une autre partie. C'est le mouvement d'une particule alpha dans un champ magnétique uniforme. Donc, toujours, on étudie la même particule alpha. Donc, la particule alpha émise arrive au trop haut, comme vous voyez là, avec une vitesse horizontale V0 et pénètre dans une zone où règne un champ magnétique uniforme de vecteur champ magnétique B, qui est perpendiculaire au plan vertical P. B, dans ce cas, il est perpendiculaire à ce plan, d'intensité B égale 1,5 Tesla. Cette particule dévie et heurte un écran au point M. Voilà, donc il se dévie, puis il sort par ce point-là M. Comme vous voyez dans le schéma ci-contre. L'intensité du poids de la particule alpha de charge, la charge de cette particule, c'est Q est égal 2 fois E. E, c'est la charge élémentaire, qui est 1,6 fois 10 puissance moins 19 coulombs. Donc le poids de la particule, il est négligeable devant la force électrique. Devant la force électrique ou bien la force de Lorentz, qui s'exerce sur celle-ci, c'est-à-dire sur la particule alpha. Donc, dans ce cas, on n'a qu'une seule force, c'est la force de Lorentz. On a négligé le poids de la particule alpha, parce qu'il est négligeable devant cette force-là. La question de 1, par application de la deuxième loi de Newton, déterminer la nature du mouvement de la particule alpha dans la zone où règne le champ magnétique uniforme B. Donc, on applique la deuxième loi de Newton. Et on commence par le système étudié toujours, c'est la particule alpha. Le bilan des forces exercées sur cette particule-là, on n'a qu'une seule force, c'est la force de Lorentz, ou bien la force électrostatique F, vecteur, on doit ajouter la vecteur. Le poids, c'est négligeable devant F, donc il n'existe plus le poids P de la particule alpha, il n'existe qu'une seule force F. Maintenant, on applique la deuxième loi de Newton dans un référentiel lié à la Terre qui s'appelle galiléen, c'est posé galiléen. On sait que la somme des forces extérieures, égale quoi? La somme des forces extérieures est égale le produit de la masse fois l'accélération AG. C'est bon? Et l'expression de cette force Lorentz, c'est Q fois V, c'est-à-dire fois la vitesse scalaire, le vecteur champ magnétique, qui est égal à 1 fois AG. AG vecteur, c'est le produit de la masse fois vecteur accélération. On ajoute là un vecteur. Donc, AG, cette vecteur-là, est égal quoi? Est égal Q sur M, c'est Q sur M, fois la vitesse V scalaire B. Donc, le vecteur accélération est perpendiculaire au vecteur vitesse V. Dans ce cas, le vecteur vitesse V est égal à la norme de cette vecteur fois le vecteur unitaire U. Alors, dans la base de freinée, parce que comme vous voyez là, d'après la trajectoire, c'est une trajectoire circulaire. Donc, on doit choisir une base de freinée comme la base d'étude. D'après la base de freinée, on sait que l'accélération AG, l'accélération de point d'inertie de cette particule alpha, est égale à la somme des deux composantes. La composante tangentielle, c'est-à-dire la norme de AT fois le vecteur unitaire U suivant l'axe AT, plus AN, la composante normale, suivant le vecteur unitaire N. Et comme vous voyez là, le mouvement de la particule, il suit le vecteur N. Il suit la normale N, alors que AT égale 0. Il n'y a pas un mouvement suivant la composante AT. Donc, puisque AT égale 0, et on sait que AT, c'est la dérivée de la vitesse par rapport au temps, donc c'est dv sur dt égale 0, alors que v est constante, parce que la dérivée de la constante, c'est 0. Donc, v est constante. Donc, d'après cette condition-là, on conclut que le mouvement de la particule alpha est uniforme, puisque la vitesse de cette particule-là est constante, alors que le mouvement de la particule est uniforme. Maintenant, AN. On sait que AN, c'est la vitesse sur le rayon au carré. C'est la vitesse initiale V0 sur ρ au carré. Ρ, c'est le rayon de la trajectoire. C'est bon? Voilà.
Donc, AT c'est 0, elle reste AN égale AG. Et AG, on a déjà trouvé qu'il est égal à Q sur M fois V scalaire B. Donc, AN égale V0 sur la VT sur ρ au carré, qui est égal, comme vous voyez, AG c'est AN parce que AT égale 0, qui est égal à Q, la valeur absolue de la charge Q, elle doit être positive sur la masse fois V0 fois B. Parce que les deux vecteurs sont perpendiculaire, donc c'est V0 fois B. D'après cette relation-là, implique que le rayon ρ, le rayon de la trajectoire, c'est quoi? C'est la masse fois la vitesse V0 sur la charge, dans ce cas, la valeur absolue de la charge, c'est 2 fois E, 2 fois la charge élémentaire, parce qu'on a déjà vu, d'après les données, que la charge de la particule alpha, c'est 2 fois E, parce que dans ce cas, la particule alpha, c'est l'hélium, c'est la particule d'hélium. Et la particule d'hélium, elle a le nombre atomique Z égale 2, alors que la charge, d'après Z égale 2, c'est 2 fois la charge élémentaire E, fois l'intensité de champ magnétique, l'intensité de champ électrique B. Donc, d'après cette expression-là, ou bien d'après cette relation-là, on a M c'est constante, la vitesse c'est constante, la charge élémentaire constante, B constante parce qu'on a un champ magnétique uniforme, et B c'est l'intensité de champ magnétique qui est constante, donc de ça c'est constante, alors que ρ constante qui est égal à un rayon R, puisque le rayon R de la trajectoire de ce mouvement-là, du mouvement de la particule alpha, vous voyez la particule alpha dans la trajectoire de rayon constante, donc, automatiquement, la trajectoire est circulaire, puisque le rayon est constante, alors que la trajectoire est circulaire. Donc, on dit que la nature de mouvement de la particule alpha est circulaire uniforme. Uniforme déjà la vitesse constante, circulaire parce que le rayon est constant. La question suivante, de 2, c'est la dernière question. Exprimer la distance OM, cette distance-là, OM, en fonction de la masse M, la masse de la particule alpha, de la charge élémentaire E, de l'intensité de champ magnétique B et de la vitesse initiale V0 pour calculer sa valeur. Comme vous voyez là, OM c'est quoi? C'est 2 fois le rayon. Cette distance-là, c'est le diamètre de cette trajectoire-là, parce que la particule, elle sort de E, voilà, puis elle pénètre le point M. Donc, suivant une trajectoire circulaire. C'est bon? Et dans ce cas, dans ce cercle-là, M c'est le diamètre du cercle. Et ainsi que le diamètre est égal 2 fois le rayon. C'est bon? Le diamètre M est égal 2 fois le rayon. On a déjà, d'après la question de 1, trouvé que le rayon est égal 1 fois V0 sur 2 fois E fois B. On doit la remplacer là. Donc, c'est 2 fois le rayon, c'est 1 fois V0 divisé sur 2 fois la charge élémentaire fois l'intensité de champ magnétique. C'est bon? On doit simplifier par 2. On trouve M fois V0. C'est pas N0, c'est V0, c'est la vitesse sur E fois B. Par une application numérique, on trouve que le OM, c'est-à-dire le diamètre de la trajectoire circulaire, égale 0,415 mètres. C'est ça l'exercice proposé pour les transformations nucléaires qui concerne l'examen national 2018 pour les sciences maths A et B. Restez-vous en contact sur notre chaîne YouTube pour faire la correction de la suite de l'examen, c'est-à-dire l'exercice de l'électricité, de la mécanique ainsi que la chimie. Et bon courage pour tout le monde.